Bonjour à tous, je m'appelle Éric Ducournau, je suis directeur général du groupe Pierre Fabre, donc qui est un groupe qui est investi à la fois dans le domaine du médicament et de la dermocosmétique. Il m'a été demandé de vous délivrer cette keynote, donc ce qui, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste du sujet, est toujours un défi. Donc je vous demande d'entrée de jeu votre indulgence par rapport à ce que je vais vous présenter. Mais pour moi, c'est l'occasion à la fois d'expliquer ce que nous pouvons faire dans le groupe Pierre Fabre et quelle est la vision que nous développons sur le sujet notamment de l'intelligence artificielle, et en même temps aussi de donner quelques visions, j'allais dire, plus stratégiques sur l'implication des outils, on va dire, dans la médecine humaine de façon plus générale. Le sous-titre de cette keynote, c'était « Ne confondons pas la finalité et l'instrument, la santé et le bistouri ». Et donc, je vais essayer d'être à la hauteur de cette question. Donc, je crois qu'on peut raisonnablement dire, et après les journées que vous avez passées, que la révolution technologique que nous voyons aujourd'hui est aussi importante que celle qu'a constituée la révolution industrielle ou l'émergence d'Internet. Et on peut tous imaginer que ça va faire énormément évoluer nos métiers dans les années à venir, voire même les faire évoluer tout de suite. L'approche qu'on a de l'intelligence artificielle, nous considérons qu'elle doit être à la fois audacieuse, mais également responsable. Et dans la vision que l'on en a, une approche responsable de l'intelligence artificielle, c'est une approche qui passe par un effort collectif. Un effort collectif, ça implique les entreprises que vous représentez, les chercheurs que vous représentez, mais aussi les gouvernements et le secteur privé et les patients. Parce qu'en fait, nous traitons tous, à travers les outils que nous développons, des patients. Si je reprends une citation récente du PDG de Google, Sundar Pichai, qui dit « l'IA est trop importante pour ne pas être réglementée », je pense que ça pose une vraie question. Parce que je me demande pourquoi l'activité humaine serait de façon générale réglementée et que l'intelligence artificielle ne le serait pas. Si la médecine est réglementée, puisque la médecine est réglementée, c'est en particulier parce qu'elle touche à la vie. Et la vie, en fait, c'est quelque chose qui est personnel, unique, individualisé. Je pense que quand on met les trois mots à coller, on a aussi des pistes de développement dans ce que peut apporter l'intelligence artificielle à la médecine humaine. Personnel, unique, individualisé, un individu, une vie. Et donc, si on réglemente l'activité humaine, et en particulier la médecine, je ne vois pas pourquoi on ne réglementerait pas l'intelligence artificielle. En tout cas, de mon point de vue, l'intelligence artificielle n'a absolument pas échappé à toute réglementation. Si on se concentre sur le sujet principal en fait, qui nous réunit aujourd'hui, on peut dire que l'explosion de l'e-santé, d'abord, nous permet de voir que la France a des atouts dans ce domaine, un écosystème qui est dynamique, un patrimoine de données qui est assez unique, données avec des suivis assez longs sur un grand nombre de patients, une expertise médicale, et même si ce n'est pas le cas des collégiens, une expertise mathématique quand on se situe au niveau des doctorants. Ça nous permet donc d'être performants en santé numérique et de pouvoir avoir beaucoup de projets. Et les patients et les professionnels me semblent prêts aujourd'hui à rentrer dans ces nouveaux usages. En tout cas, aujourd'hui, 90% des professionnels de santé voient la santé connectée comme une opportunité pour améliorer la prévention. 78% des Français sont favorables au partage de données de santé avec leurs professionnels de santé. Et selon un sondage qui est sorti ce matin, 22% des Français ont téléconsulté en 2022, ce qui est aussi, je veux dire, une piste d'opportunité. Évidemment, quand on regarde ça, la maîtrise de la data est un enjeu central. Grâce au traitement de la donnée, la médecine a pu réaliser des avancées spectaculaires au cours des dernières décennies. Le premier séquençage de l'ADN humain, on l'oublie souvent, ne date que de 1977. Il a fallu attendre 2003 pour que s'achève le premier projet de séquençage de génome humain. Et en 20 ans, la maîtrise des données et les capacités de calcul ont largement explosé, ce qui replace notre sujet du jour dans une perspective enthousiasmante. Il y a quelques années encore, le séquençage du génome humain était encore très chronophage et très coûteux, et les progrès exponentiels de la bioinformatique permettent de changer d'échelle et ouvrent la porte à l'avènement d'une médecine personnalisée que j'évoquais tout à l'heure. Donc on est passé d'une médecine standardisée à une médecine personnalisée, et l'enjeu consiste aujourd'hui en fait à mieux cibler les traitements avec une médecine dite de précision pour s'assurer à partir des données de santé d'un patient qu'il reçoit le médicament le plus adapté à sa pathologie, mais également à son être de façon plus générale, et j'y reviendrai. Et il faut comprendre qu'à l'avenir, nous aurons des médicaments plus efficaces pour des populations plus restreintes, ce qui, pour les gens de l'industrie pharmaceutique, est un véritable changement de paradigme.
Chez Pierre Fabre, nous analysons la data pour accompagner chaque patient dans le monde entier. Je vais vous parler d'un certain nombre de projets que nous développons. Le premier, c'est le projet ALL, A2L, qui sera présenté la semaine prochaine à Singapour à l'occasion du 25e congrès mondial de dermatologie. Et ce programme a été lancé par la direction des relations patients-consommateurs et direction médicale. Et c'est en fait une enquête de grande envergure de dermatologie qui va adresser 50 552 patients, le chiffre est précis, mais plus de 50 000 patients. Et plus de 50 000 patients dans une étude de long terme, c'est énorme, comme vous le savez. Tous des adultes issus de 20 pays différents, représentant à eux seuls 50% de la population mondiale, répartis sur 5 continents, et qui ont répondu aux 65 questions qui étaient adressées dans ce programme. Ce projet que nous avons lancé fin 2022, avec l'aide de la société EMA, a pour objectif de collecter des données sur tous les types de peau, toutes les maladies de peau, donc les dermatoses, et tous les phototypes, et ce que l'on appelle dans notre langage les colors, afin de construire la plus grande base de données privée internationale. Il faut bien voir que dans le passé, dans l'industrie pharmaceutique, on développait souvent des produits pour un seul type de patient. Les caucasiens de façon plus générale, les anglo-saxons et les européens, rarement pour les Africains, rarement pour les Asiatiques. Aujourd'hui, véritablement, une entreprise qui se veut internationale se doit d'adresser au moins les grands, on va dire, morphotypes que l'on peut rencontrer si je me situe que sur la dermatologie. Les principales thématiques abordées sont liées à la prévalence et à l'impact des pathologies, donc l'émergence des pathologies, où sont-elles, dans quelle proportion, leur impact sur la vie des patients, mais également les comportements au parcours de soins, aux besoins des patients concernés par une ou plusieurs dermatoses, comme par exemple la dermatite atopique, le psoriasis, l'acné, la rosacée ou encore le vitiligo, qui sont, pour les premières que j'ai citées, le vitiligo c'est plus orphelin, mais des pathologies assez fréquentes. Pierre Fabre est aujourd'hui présent dans 120 pays, réalise 70% de son chiffre d'affaires à l'international. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes lancés dans ce programme, puisque nous œuvrons aux côtés des professionnels de santé dans le monde entier pour améliorer d'abord le diagnostic, puis la prise en charge des pathologies de peau, qu'il s'agisse d'ailleurs des produits dermatologiques, au sens autorisation de mise sur le marché, des médicaments, ou des produits de dermocosmétiques vendus dans le circuit officinal majoritairement. La récolte et l'analyse de toutes ces données nous permet de mieux connaître leurs attentes et va nous permettre d'orienter notre façon de travailler et d'innover pour mieux accompagner ces patients dans leur traitement et la gestion de leur maladie. Deuxième exemple, en partenariat avec la start-up Capcode, nous avons réalisé 2 études qui utilisent l'intelligence artificielle pour analyser sur les réseaux sociaux, d'abord les difficultés exprimées par les patients atteints de 5 maladies visibles de la peau, le psoriasis, l'eczéma, le vitiligo, la rosacée et l'acné. Je crois que vous voyez tous à quoi ces maladies font référence. Donc, ils sont des maladies dites affichantes, c'est le mot que l'on emploie dans notre métier. Et cette étude donc, qui a été réalisée à partir de données recueillies sur 3 ans sur les réseaux sociaux nous permet de mieux comprendre l'expérience vécue par les patients, traités ou non traités, et donc leur relation avec leur traitement, l'impact de leur maladie et les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Vous avez par exemple certaines pathologies qui, dans certains pays, sont prises en charge parce qu'elles sont considérées comme invalidantes pour la recherche d'un emploi. Par exemple, on travaille actuellement on a nos partenaires qui travaillent sur une pathologie telle que celle-là, qui s'appelle la thyroid eye disease, qui est une pathologie orpheline, qui est considérée comme une maladie professionnelle aux États-Unis, parce qu'on considère que les personnes ont du mal à trouver un travail quand elles sont atteintes de cette maladie, et ne l'est pas aujourd'hui en Europe. Donc, la prise en compte de l'impact sur la vie réelle du patient. Et puis, évidemment, nous avons aussi étudié, parce que c'est un sujet de santé publique majeur, la prise en compte et le suivi des recommandations de protection solaire. Et vous avez peut-être vu cette étude, pour ceux qui vivent en France, qui a été publiée ces dernières semaines dans beaucoup de magazines et de supports Internet. Il y a aujourd'hui 58,3% de la population qui ne se protège pas correctement quand elle est exposée au soleil, qu'il s'agisse de la plage ou des usages sportifs, ou même d'ailleurs de traverser une cour, comme on l'a tous fait aujourd'hui, par un temps où il y a beaucoup de soleil. Et pour 30,6% de cette population, cette photoprotection est associée à un oubli, c'est-à-dire je le sais mais j'ai oublié de le faire, et pour d'autres, 15%, un peu plus de 15%, en fait, au fait qu'ils considèrent que le soleil n'est pas dangereux, ce qui est un autre souci aussi de santé publique, puisque le soleil, effectivement, ou l'abus de soleil, on va dire, est quelque chose auquel il faut faire attention.
Cette étude a été réalisée donc pendant 6 ans sur les réseaux sociaux et elle nous permet donc de réaliser des campagnes de prévention solaire, puisque maintenant nous savons comment la population générale exprime en fait sa relation avec le soleil, et ça nous permet donc d'avoir des messages de santé publique beaucoup plus percutants. Les patients ne sont pas passifs en fait dans leur parcours thérapeutique, et ça c'est aussi quelque chose de très nouveau et pour la communauté médicale et pour les laboratoires pharmaceutiques. Ils sont acteurs et volontaires en fait pour comprendre leur maladie, et on le voit à travers les usages des réseaux sociaux, pour avoir des solutions d'accompagnement qui vont au-delà du traitement. Donc nous avons essayé de développer en fait cette expertise dans nos 3 domaines thérapeutiques les plus importants, donc l'oncologie, la dermatologie et la dermocosmétique, et les maladies rares. On est aujourd'hui en mesure de proposer aux patients des solutions qui sont à la fois thérapeutiquement mieux adaptées à leur pathologie, mais également mieux adaptées dans leur usage quotidien qu'ils vont faire du médicament ou qu'ils vont faire de la protection, si j'évoque par exemple la protection solaire. Si nous sommes capables de le faire, c'est aussi parce que nous avons des relations très approfondies avec l'ensemble des professionnels de santé depuis 60 ans, comme je vous l'ai dit, dans plus de 100 pays, avec des relations qui sont établies par exemple par des applications, comme une qui est peut-être connue de vous, qui s'appelle DermaWeb, qui est le site dédié à des professionnels de santé le plus ancien au monde, qui a été lancé il y a une 30aine d'années, et qui aujourd'hui est encore celui dans lequel il y a le plus de professionnels de santé, en l'occurrence des dermatologues, qui sont inscrits et qui vont régulièrement consulter le contenu de ce site, mais nous apporte aussi des images des patients, des pathologies qu'ils rencontrent, qui nous permettent en fait de développer une intelligence artificielle qui permettra de faire des premiers diagnostics demain. On travaille sur ces sujets en partenariat avec beaucoup de startups et d'entreprises, dont certaines d'ailleurs sont présentes aujourd'hui. Je vais citer également un projet qui a été suivi par la fondation Pierre Fabre Eczema, donc qui est une de nos fondations d'entreprise, qui a été suivi avec Legit Health, qui est une société espagnole basée à Barcelone, pour développer l'application Eczema Care Plus. Donc cette solution digitale aide le patient d'abord à scorer, c'est-à-dire à donner une évaluation de son score de maladie, à objectiver le niveau de ses crises d'eczéma grâce à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à dire quels sont les moments où ces crises d'eczéma arrivent et qu'est-ce qui a pu les déclencher ou quels sont les moments où elles se déclenchent. Il y a ce que l'on appelle en particulier l'horloge de l'eczéma ou l'horloge de l'atopie qui permettent en fait de voir que ces crises sont souvent à intervalles assez réguliers et à des moments que le patient peut apprendre à identifier. Ça nous permet de développer un score clinique donc qui est approuvé par un groupe d'experts européens sur la dermatite atopique, European Task Force on Atopic Dermatitis. Cette application sera disponible en 6 langues, français, anglais, espagnol, portugais, italien et allemand. L'avantage que ça représente pour les patients, c'est de mieux suivre l'évolution de leur maladie, de partager cette information, en particulier avec leur médecin, mais aussi avec la communauté des autres patients, leur ressenti, et donc de la même à apprendre à ce qu'on appelle monitorer en fait, leur maladie et leur crise. L'avantage pour les prestataires de soins de santé, c'est que cette application Eczema Care Plus est un outil de partage donc, entre eux. Il permet de gagner du temps lors des consultations grâce à la synthèse d'observations partagées. Le patient peut arriver avec ses observations partagées, voire les envoyer avant à son dermatologue ou à son professionnel de santé, celui qui va consulter. Ça pourrait être aussi demain le pharmacien, par exemple, et d'identifier les difficultés et d'impliquer tous les prestataires de soins concernés en fait, dans le suivi de ce même patient. Depuis décembre 2022, donc c'est 2022, donc c'est assez récent, nous avons lancé cette application. Il y a déjà eu un peu plus de 1300 téléchargements de l'application. Et les prochaines étapes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous allons renforcer cette application avec des travaux que nous allons mener avec l'Imperial College de Londres et l'Université de Nantes, en utilisant les données cliniques dont Pierre Fabre dispose sur 2 études qui ont été réalisées, une qui s'appelle Dexeril et l'autre Xeracalm AD, AD pour Atopic Dermatitis. Et ces données donc, vont être utilisées dans un cadre informatique de prédiction personnalisée dynamique, d'abord de la sévérité de la dermatite atopique, et l'algorithme en fait, permettra, qui est en cours de développement et qui sera disponible en septembre de cette année, de lancer donc une nouvelle génération de cette application pour mieux anticiper et prévoir les poussées d'eczéma et adopter le bon comportement. Afin de promouvoir le lancement de cette innovation, nous organisons un webinaire scientifique qui aura lieu le 14 septembre avec pour nous des sommités. Alors je vais citer les noms quand même parce que s'il y a des experts de la dermatologie, ça peut les intéresser. Donc le professeur Jean-François Stalder, qui est un professeur français, le professeur Andreas Wollenberg, qui est allemand, le professeur Ramon Grimalt, qui est espagnol, et le professeur Peter Liu, qui est américain.
Deux autres exemples que je voulais vous citer. Un qui est également d'ailleurs avec une start-up qui est présente ces jours-ci, donc qui est Clinéo, start-up française. Nous allons avec eux lancer une plateforme digitale en oncodermatologie qui a pour objectif de faciliter le recrutement de patients atteints d'un certain type de mélanome, donc cancer de la peau, dans le cadre d'un essai clinique que nous menons avec l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer. Une plateforme digitale pour les professionnels de santé, mais aussi pour les patients, qui permet de réaliser une recherche intuitive et intelligente des essais cliniques pour les patients et les médecins, leur permettant de trouver rapidement les essais cliniques appropriés grâce à des algorithmes de matching. Ça répond à une difficulté que nous pouvons aujourd'hui avoir. Quand nous lançons des études cliniques dans l'industrie pharmaceutique sur de la médecine personnalisée, nous adressons à un faible nombre de patients et l'identification des centres dans lesquels ces patients se rendent est en fait très important et l'intelligence artificielle peut nous aider à identifier ces centres. Ça va nous permettre en fait de raccourcir en particulier des délais d'inclusion des patients dans les études et par là même donc d'être capable de développer plus rapidement les médicaments et donc de les apporter plus vite en solution thérapeutique pour ces mêmes patients. Et puis, autre exemple, donc l'Emotion Experience Digital que nous avons développé en partenariat avec Perfect Corp, qui est spécialisé dans la biotech. Donc là, on est plutôt sur le versant grand public. C'est une expérience de réalité augmentée à destination donc, du grand public et des professionnels de santé qui vise à sensibiliser le vécu des patients atteints d'eczéma ou de vitiligo. Donc vous voyez, le vitiligo, c'est cette maladie qui revient au blanchissement de la peau, qui est maintenant mieux connue puisqu'il y a un certain nombre de personnalités en fait, qui ont montré leur vitiligo. Ça a commencé par certains modèles dans le domaine de la mode. Et concrètement, en fait, c'est une stimulation avec un filtre ayant du vitiligo ou un eczéma appliqué sur le visage de la personne qui va réaliser le test. Et donc, ça va nous permettre de savoir ce que ressentent ces patients dans ces conditions de maladie ou d'émergence de cette maladie. Et une simulation permet de passer de l'autre côté du miroir, de prendre des mesures pour quelques instants, notamment par exemple qui peut revenir à ce qu'on appelle du maquillage médical, c'est-à-dire apprendre à la personne à se maquiller médicalement avec des produits qui n'endommagent pas sa peau, mais qui vont lui permettre, par exemple à l'occasion d'un entretien d'embauche, d'avoir une approche plus en confiance parce qu'en fait, elle ne va pas avoir la crainte que sa maladie affichante ne soit discriminante dans la relation avec la personne qu'elle va rencontrer. Cette Emotion Experience donc, a été présentée le 23 juin dernier à plusieurs associations de patients au cours du VIPOC, donc, qui est un congrès spécialisé à Bruxelles, et un stand lui était dédié d'ailleurs pendant ces universités de la e-santé que vous avez peut-être eu l'occasion de visiter. Et puis enfin, je termine par une dernière expérience qui est un partenariat avec WeFight, start-up française, comme son nom ne l'indique pas, avec laquelle on a lancé en 2022 une application virtuelle qui s'appelle Vic Colorectal pour accompagner les patients atteints de cancer colorectal et leurs proches dans leur parcours de soins. Et nous la développons avec Europa Colon, qui est une association de patients espagnols dédiée aux patients et soignants du cancer colorectal et qui fournit des réponses toute la journée, 7 jours sur 7, avec des partages d'astuces et de témoignages pour aider les patients à maîtriser leur maladie, l'appareil de rendez-vous, les symptômes et la bonne application de leur traitement. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, 30% des traitements dans des patients qui connaissent un traitement anticancéreux abandonnent leur traitement du fait des effets secondaires, ce qui est véritablement un cauchemar. Et donc, il faut que nous soyons capables en fait, d'aider tous les patients, et nous en avons tous dans notre entourage où nous sommes nous-mêmes patients, qui dans la prise de leur traitement. Et c'est pour ça que toutes ces applications et ces initiatives sont lancées. En conclusion de cette keynote, je crois que l'enjeu principal en fait, de tout ça, c'est évidemment l'adoption par les patients, mais aussi par les professionnels de santé, de ces applications. Vis-à-vis des professionnels de santé, nous avons aussi tous un rôle à jouer parce que l'application n'est pas un outil qui privera le professionnel de santé de son intérêt, et je vais y revenir. Et je pense que c'est très important de se le rappeler en permanence. Ces avancées du digital et de l'intelligence artificielle doivent se faire pour répondre aux besoins des patients et permettre aux médecins et aux pharmaciens d'être plus dédiés à leur raison d'être. Et j'insiste sur ce terme, leur raison d'être, qui est de savoir écouter, diagnostiquer et soigner. Écouter, diagnostiquer et soigner. Et nous avons beaucoup à faire encore pour faciliter ce parcours de soins. Et on continue de regarder avec beaucoup d'attention toutes ces innovations digitales dans ce qu'elles apportent en fait pour accompagner les patients dans leur traitement et j'allais dire faire un accompagnement pré-diagnostic également à destination du professionnel de santé.
toutes les époques de mutation, qu'elles soient technologiques, sociologiques, historiques, philosophiques, nécessitent une prise de recul et des examens de conscience. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Parce qu'en fait, on se lance souvent dans ces innovations technologiques avec beaucoup d'enthousiasme, mais n'oublions pas ce qu'on doit appeler l'examen de conscience permanent par rapport à la technologie. Et celui que je vous propose, en fait, c'est de garder à l'esprit que la médecine est avant tout une discipline humaine et qu'à ce titre, elle implique de garder un contact et une prise de décision humaine, avec tout ce que cela comporte pour autant de fragilité, de risque, de doute et d'incertitude. Et nous avons tous, là aussi en tête, dans notre vie de patient ou dans notre vie d'accompagnant de patient, des exemples où des diagnostics ont été mal posés, ou on va dire des actes thérapeutiques ont été mal posés, et ça fait partie de ce que j'appelle les incertitudes ou les doutes. Et je vais me permettre d'emprunter à trois époques et à trois personnalités très différentes quelques citations ou quelques vues générales et plus philosophiques, j'allais dire, sur ce sujet. Le premier emprunt, je vais le faire à Molière. « Presque tous les hommes meurent de leur remède et non de leur maladie. » Presque tous les hommes meurent de leur remède et non de leur maladie. Je vous laisse, je rappelle que je dirige un laboratoire pharmaceutique, je vous laisse apprécier. C'est dans Le médecin malgré lui, pardon. Si on va en arrière et qu'on va vers Aristote, alors ça c'est assez intéressant ce que j'ai trouvé aussi, parce que Aristote parle de la raison et de l'intelligence politique. L'intelligence politique n'ayant aucun rapport avec la chose politique telle qu'on l'entend dans le monde contemporain, mais plus avec la vie de la cité. Si vous le replacez dans le contexte grec, j'allais dire, il faut le prendre sous l'angle de la vie de la cité. Et Aristote lui parle de la délibération. Ce qui est intéressant pour ceux qui sont familiers de la médecine, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'évaluation d'un patient dans le domaine de la cancérologie, c'est le même terme que l'on emploie, puisque souvent, pas souvent, c'est toujours dans les bonnes pratiques, en fait, c'est un collège de médecins qui se réunit, et le collège de médecins permet d'avoir un avis plus large, en fait, sur l'état du patient. Et c'est une sorte de délibération. Et ce que dit Aristote, donc, c'est que la délibération est comme une construction d'une figure, comme un calcul. Elle entre dans le cadre de ce qu'il appelle la phronésis, ou la sagesse pratique ou prudence. Et il s'agit en fait de superposer les éléments en présence et les possibilités, de voir comment on peut les articuler entre eux, comment les mettre en place pour arriver à la fin déterminée, malgré les risques et les incertitudes. Et je trouve que c'est assez intéressant quand on le replace dans le contexte de la donnée numérique et de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, ce que dit Aristote, c'est qu'il faut s'aider des probabilités statistiques, et là, pour le coup, on est complètement dans le domaine de la probabilité statistique, malgré leurs limites, de la connaissance scientifique et de l'expérience, et l'expérience est avant tout humaine. Il faut tenir compte de ce qui est préférable pour le patient, des risques qu'il est possible de prendre. Il y a toujours des risques dans un traitement. C'est pas que les effets secondaires, il y a toujours des risques dans un traitement. Puis il conviendra de tout articuler. D'ailleurs, juste une incise, mais quand on évalue un médicament en Europe notamment ou aux États-Unis, on parle de l'évaluation du bénéfice-risque, c'est-à-dire le rapport pour déterminer si un médicament va être admis, en fait, notamment au remboursement ou à la prescription de façon plus générale, c'est ce qu'on appelle le calcul de son bénéfice-risque. Donc vous voyez, quand on revient à Aristote, déjà on est à peu près sur les mêmes sujets. Donc il faut tenir compte de ce qui est préférable pour le patient, des risques qu'il est possible de prendre ou de ne pas prendre, puis il conviendra de tout articuler entre ces différentes données. Parfois, certains éléments devront être repensés et reprécisés pour qu'ils s'adaptent, notamment aux conditions du patient, ces conditions pouvant être aussi psychologiques. Cela nécessite connaissance, raisonnement et créativité, et que des experts en fait, pluridisciplinaires puissent en fait, contribuer à cet avis qui est donné, donc à cette délibération. Et j'avoue que j'aime bien le terme de délibération, parce que finalement, il renvoie à un vocabulaire qui est plus juridique que médical, mais vous savez comment se passe aussi la délibération dans un tribunal. Eh bien, c'est collectif, ce n'est pas que le juge, c'est également collectif, et cet esprit de délibération, je pense, est assez propre aussi à la médecine humaine.
Et puis, en terminant, je vais laisser en fait le dernier mot au professeur Guy Valencien, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui a beaucoup publié sur ces questions d'utilisation de la santé numérique et de l'intelligence artificielle. Et pour réconcilier donc à la fois l'instrument et le bistouri, j'allais dire le médecin et l'ordinateur d'une certaine façon, ce que dit Guy Valencien, c'est qu'on saura de plus en plus détecter les maladies avant qu'elles ne parlent. Et c'est notamment l'objet des outils que je vous décrivais tout à l'heure. Hein. La clinique est donc en train de lentement disparaître. Donc la clinique, c'est pour le coup l'évaluation à partir de paramètres biologiques ou cliniques, hein, donc faites par le médecin lui-même. Mais cela ne signifie pas la fin du contact avec le patient. L'interrogatoire long reste essentiel. Il faudra toujours entendre le malade, le laisser parler pour exprimer sa maladie. Et je trouve que cette phrase est extrêmement belle parce que je vous ai parlé de beaucoup d'expériences et Pierre Fabre n'est pas du tout impliqué dans la santé mentale. Mais pour ceux qui connaissent ce sujet de la santé mentale, je pense que l'expression de laisser le patient exprimer sa maladie est absolument fondamentale parce que quand on lit un peu ou qu'on s'intéresse un peu à ce sujet de la santé mentale, ce n'est qu'à travers une écoute bienveillante, une écoute complète et une écoute d'expression ouverte qu'en fait on arrive à soigner les patients, à les prendre correctement en charge et à les rendre d'une certaine façon à la vie. Voilà. Donc c'est mon message d'espoir par rapport à l'intelligence artificielle et je vous remercie de votre attention.